Si tu es bon, on attend de toi chaque semaine d'être bon. Moi, je parlais que sur le terrain. Je ne voulais pas parler dans la presse, ça sert à rien. Après un match, mais tu sais, ah non, Emile, toi aussi. Ouais. Après un match, je dis bonjour à Arsène Wenger. Depuis quand papa est devenu manager? Alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas suivi, une étape que je n'ai pas compris dans la vie. Aujourd'hui, les équipes africaines valent les équipes européennes. Si tu me demandes aujourd'hui si j'étais joueur de foot, je pense que j'aurais été du côté du Congo. International. Grand Massa. Comment tu vas? Ça va bien? Bien frappé. Hein. Merci beaucoup. Vas-y, je te laisse prendre place dans la voiture. Passe ici à gauche, moi je vais me mettre à droite. En plus, majordome. Merci. T'as vu? Moi, il m'a pas ouvert la porte. Hein. T'as vu la porte comme elle pèse 30 kilos. Tu vois pourquoi j'aime bien travailler pour mon agence. Hein. Émile, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Bien accueilli. Hein. Oui, c'est un honneur. Tu vois, la voiture? Oh, parfait. Hein. D'ailleurs, je passe une dédicace à l'agence parce que c'est pas la première fois qu'ils me mettent dans les bonnes conditions comme ça. Donc, une grosse dédicace. Donc, très content d'être avec toi ici. De moi, avec plaisir. Je voulais voir déjà, premièrement, comment se passe la vie en dehors des terrains. Elle se passe très bien. Là, maintenant, j'ai fait, on va dire, ma petite société, faire des entraînements spécifiques pendant les vacances scolaires. J'aime bien ce que je fais. C'est le plus important, c'est que je trouve justement la pointure à mon pied. Et c'est ce que j'ai fait pour le moment. Ok, donc tu es resté dans cette sphère football en fait. Hein. C'est vrai, mais on va dire un peu plus, moins qu'entraîneur. Parce qu'entraîneur, ça demande beaucoup d'expérience. Et je pense que j'ai pas le temps. Je préfère alors me consacrer avec l'expérience que j'ai eue en tant que joueur de foot. Ouais, je comprends. Moi, je voulais savoir un petit peu comment ça se passe, la vie en dehors des terrains de football. Est-ce que c'est une bonne chose? Tu te sens un peu plus détendu ou bien tu le vis comment? Tu le ressens comment aujourd'hui? Détendu, parce que c'est vrai qu'on n'est plus, on va dire, sur les spots de tout ce qui est news et tout ce qui est journaux et TV. Aujourd'hui, je me sens un petit peu être une personne de nouveau libre. Libre, ouais. Et je pense que ça, c'est quelque chose que tout être humain a le droit d'avoir. Même si tu es une star du football, je pense que la liberté, ça ne s'achète pas. Et un débat que j'ai souvent avec des joueurs de foot qui ont arrêté, est-ce que tu penses que tu as des routines de footballeurs pro que tu as gardées aujourd'hui? Parce que j'en vois qui ont quand même gardé certaines habitudes qu'ils n'arrivent pas à changer. Je pense que c'est une fois que tu as pris l'habitude de le faire toute ta carrière, même quand tu t'arrêtes, tu continues à le faire. C'est normal, parce que ça fait... j'ai commencé à l'âge de 12 ans. De 12 ans jusqu'à 35 ans, 37 ans, j'ai arrêté le monde du football professionnel. Donc ces habitudes-là, c'est dur de se les détacher. Je pense qu'on ne se les détache pas. Et c'est un bien pour un mal, puisque tu dois rester professionnel dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu peux un peu resituer ton histoire? Moi, je trouve que c'est une belle histoire, parce que j'ai pas fait les élites comme on en parle aujourd'hui. Il faut toujours être dans les élites. Non, il faut commencer plus tard pour être dans les élites, je trouve. Parce que justement, ça te donne justement la conscience de toujours jouer comme si tu étais à la rue ou avec tes amis. Quand tu es dans les élites, tu as des obligations et on ne te laisse pas faire justement ton instinct qui vient en tant que sur le terrain. Comme par exemple, on te dit lâche ton ballon, fais ceci, or que le joueur doit justement trouver lui-même sa ligne de conduite. Maintenant, des choses, on va dire, tactiquement, là c'est en élite que tu vas être mieux. Que tu vas les apprendre. Mais sinon, l'inconscience, il faut le laisser au joueur le plus longtemps possible. C'est ça. En fait, le côté inné, il ne faut pas y toucher. Il faut une base tactique, peut-être aussi mentale. À partir du moment où tu commences à être créatif, etc., je pense qu'il ne faut pas tuer ça trop vite chez un jeune. Ça devient... Il faut les laisser s'exprimer, parce que je pense que si tu ne les laisses pas s'exprimer, à un moment donné, à quel moment ils vont pouvoir être eux-mêmes sur le terrain? Je pense que c'est justement l'inconscience qui fait qu'on fait des fois des choses qui ne viennent pas du réfléchi. Oui, c'est sûr. Moi, dans ma tête, c'était pas d'être professionnel. C'est juste prendre du plaisir sur le terrain, jouer au ballon. Moucron, équipe première à ce moment-là. Oui. On va prendre d'abord la vie privée avec les parents et l'entourage, etc. Tu signes ton contrat professionnel, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais ce que tu signes. Est-ce que tu comprends un petit peu Je comprends à moitié, puisqu'on est encore jeune. Mais on est toujours resté en famille. Donc même que j'ai été à Moucron, on est resté en famille. Donc j'ai continué à vivre avec mes parents, Mbo aussi. On est toujours resté soudés. Ok. Oui, ça c'est important. Puisque avec la saison qu'on a fait, je pense que tous les médias, tout le monde a regardé les performances de Moucron. Et en plus de ça, il y a moi et mon frère qu'on était vraiment, on va dire, la vitrine du club. La vitrine du club, ouais.
Et le jour où tu signes ton contrat, tu es avec juste tes parents? Oui, les parents. Et un avocat aussi. Un avocat, donc vous avez quand même relu le contrat et tout ça. Donc. C'était les avocats et mon père, oui. Et de là, donc Moucron, il y a un passage, je me suis juré d'en parler. On m'explique que tu as une visite, c'est pas une visite, mais je pense que tu croises Arsène Wenger un jour, dans ta jeunesse, et que tu le reconnais pas. C'est à ce moment-là de ta carrière ou un peu plus loin? C'était à Moucron. À Moucron. C'était un bon passage de ma vie, comme tu dis. C'est pour dire que peu importe, tu peux rencontrer des gens inattendus dans ta carrière. Et moi, comme j'étais jeune, je regardais les matchs anglais et tout ça. Ouais. Mais j'aurais jamais imaginé qu'Arsène Wenger soit dans ma maison, dans mon salon. Donc en fait, il vient chez toi carrément Dans pour le faire salon. une proposition Oui, à tes parents. à mes parents. Et donc toi, tu arrives en mode Arsène un Wenger match. au salon, après un match, mais Ouais. tu sais, ah non, Émile, toi aussi. Ouais. Après un match, je dis bonjour à Arsène Wenger. Et puis moi, je continue ma soirée, puisqu'on avait fini. Donc on a été boire un verre avec les joueurs et tout ça. Mais même si j'aurais reconnu Arsène Wenger, la décision a été prise par mon père. Ah donc toi, on t'a pas laissé le droit au chapitre par rapport à ça. Non, mon père qui a dit qu'on prend les deux ou on ne prend pas. Et tu penses que signer à Arsenal, si on revient au début de ta carrière, tu signes à Arsenal, ça aurait changé la donne sur toute ta carrière? Tu aurais eu une carrière totalement différente? Quand on voit les résultats qu'Arsène Wenger a fait avec Arsenal, c'était extraordinaire. Hein. Ils ont été champions, ils ont été invincibles, des jeunes joueurs français. Justement, la langue anglais-français, c'était parfait pour moi. Et mais ça doit quand même être une histoire incroyable. Wenger, quand il voit qu'il vient voir tes parents, qu'il vient pour faire une proposition, et qu'il te voit passer dans le salon en mode pas m'en foutiste, mais t'es juste pas au courant. Mais lui, il doit peut-être le vivre en se disant, mais ce petit-là, il n'est pas conscient de ce qu'il est en train de vivre. Tu t'as vu une réaction ou bien toi, sur le moment, t'as vraiment pas fait attention à ça? Non, parce que moi, comme nous, on a été bien éduqués, quand mes parents ils parlent avec des gens, Tu t'en es pas mêlé. Voilà. Je connais les familles On africaines. les c'est laisse très- entre eux et c'est peut-être important, donc on se met sur le côté. Ok. Et donc tu dis ton papa prend la décision d'écarter Arsenal à ce moment-là. Pour quelle raison? Il n'a pas choisi les deux. Il n'a pas pris Mbo aussi avec dans le package. Ah ok, donc il avait proposé ton grand frère avec, Ouais, et ouais. lui, il a dit c'est le non. petit frère. Ouais, ouais. Et donc de là, tu continues à Moucron, et la suite de ta carrière, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le Standard est venu. Standard de Liège. Et là, c'est aussi une belle histoire dans ma carrière, puisque les supporters de Liège, la ville de Liège, c'est ce qu'il me fallait pour la suite de ma carrière. Ok. Bon là, on va. Je pense qu'après, à partir du Standard de Liège, on connaît un petit peu tous ton histoire, parce que c'est là où vraiment tu vas avoir ton ascension fulgurante. Moi, il y a des questions que j'aimerais te poser par rapport au fait que tu deviennes superstar. Qu'est-ce qui se passe quand on devient superstar très jeune? Je vais parler des amis déjà. Est-ce que ton groupe d'amis reste le même? Tu peux nous expliquer un petit peu ce qui se passe? Déjà, j'ai jamais été une personne en pensant être une star. Moi, je suis toujours resté le même. Et c'est beaucoup de gens qui ont remarqué, surtout dans ma façon d'être, j'ai jamais changé, j'ai jamais voulu prendre un statut de star. Parce que c'est pas dans mes habitudes et dans mon éducation. On dit que toi tu changes, mais c'est pas toi qui changes, c'est autour de toi que les C'est gens autour ils de sortent. toi. Ouais. C'est eux qui se rendent pas compte qu'ils changent. Donc ça veut dire que c'est eux qui changent. Ils veulent toujours être là où ce que toi tu es pour savoir qu'ils vont avoir les meilleures choses à leur Vivre un disposition. peu, se mettre, profiter de la lumière. Exactement, que tu dégages à ce exactement. moment-là. Sans être star, des gens ont ressenti la même façon que je suis en train de parler. On n'est pas obligé d'être une star pour avoir des gens qui profitent de vous. Ouais, bien sûr. Tout le monde peut profiter de tout le monde. Moi, je sais que personnellement, ayant joué au football un minimum, dans ta carrière, tu as toujours été très performant. Donc, je pense que tu as été professionnel quand il a fallu l'être. Mais pourquoi on a cette image de toi, d'Emile Mpenza, le bad boy et le fêtard? Non. C'est un concours de circonstances. Concours de circonstances, je suis même content que tu poses cette question. Et les meilleures personnes qui peuvent te répondre, ce sont mes entraîneurs. Un entraîneur qui te dit jamais que tu n'es pas de professionnel, c'est que tu fais ton travail. Et moi, tous les entraîneurs que j'ai eu dans ma carrière, ils m'ont jamais rien pu reprocher. Les sorties, c'était quand on avait des jours de congé. On n'a pas 36 jours de congé par année. C'est vrai. Et aujourd'hui, c'est encore moins que ce que nous, on faisait à l'époque. Aujourd'hui, ils jouent 8-9 matchs par mois. C'est énorme. Encore une question par rapport à ça. Tu as toujours été, en tout cas nous, dans notre jeunesse, on t'a toujours vu comme l'étoile de la Belgique. Parce que tu as brillé très tôt, tu as été déjà le poste numéro 9. C'est un poste prestigieux. Et donc, on t'a toujours mis sur un piédestal. Est-ce qu'aujourd'hui, tu estimes toujours être cette étoile de la Belgique ou les choses ont peut-être un petit peu changé? Les choses changent.
quand vous êtes plus joueur professionnel, on va dire l'étoile ne brille plus pour tout le monde. Mais je reste toujours positif et je sais qu'il y a d'autres personnes qui me voient toujours briller. Et je ne me tiens qu'à ça. Mais sinon, je sais que j'ai apporté énormément au football belge et je sais que j'ai été un attaquant de bon niveau et surtout que c'est une position qu'aujourd'hui on ne voit plus, on va dire, des attaquants neufs de cette génération-là que j'ai été. Ça se perd, ça devient plus des joueurs de milieu de terrain, tandis que se faire mal en profondeur, de faire des appels à gauche, à droite, ça perd dans le football d'aujourd'hui. C'est vrai qu'on joue plus vraiment avec des numéros 9 aujourd'hui. Non, surtout que Tactiquement, c'est ça. si tu veux mettre des buts, c'est avec des neufs. Aujourd'hui, il y en a qui veulent faire du football, on va dire, moderne, comme ils appellent, comme Manchester City, comme Madrid. Mais est-ce que les clubs ont les mêmes joueurs? Si tu as les mêmes joueurs qu'à City, je peux dire tu peux essayer de faire... De jouer sans numéro 9. Exactement. Et encore, Haaland, pour moi, tactiquement, bon, c'est vrai que c'est peut-être pas un pur neuf dans le système de Guardiola, mais il a quand même encore pour moi une casquette de numéro 9. Bah oui. Donc, Oui. il a quand même encore besoin, je pense, de ce type de joueur pour marquer des buts. Bien sûr, parce que c'est vrai qu'un milieu de terrain, s'il doit venir de la deuxième ligne, il doit être encore plus intelligent qu'un attaquant. Tout à fait. Et c'est là qu'il faut apprendre justement à travailler toujours aux entraînements contre deux défenseurs. C'est que le travail qui va améliorer l'attaquant. C'est rien d'autre. Comme on est occupé à parler du poste de numéro 9, il y a un passage que j'ai vu dans une de tes interviews où tu dis que avec un meilleur encadrement, tu penses que tu aurais pu arriver au niveau de certains joueurs comme Ronaldo, le Brésilien. Comment tu justifies ça? Parce que je pense que ça a été incompris par pas mal de personnes. Oui, La vidéo a fait beaucoup de buzz. Exactement. Et parce qu'on connaît Ronaldo, c'est... Ce que j'ai peut-être pas exprimé, je ne serai jamais meilleur que lui. Parce qu'il restera toujours au top niveau. Mais peut-être que j'aurais pu approcher certaines qualités qu'il a eues. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe nationale du Brésil, comparée à l'équipe nationale belge qu'on avait à cette époque, il n'y a pas photo. Oui, c'est sûr. Mais moi, je dis ça il y a 20-30 ans en arrière. Les gens ne se mettent pas dans la situation comme moi j'étais il y a 20-30 ans en arrière. Un joueur belge ne sortait pas de la Belgique s'il allait en Hollande. Moi, j'ai été en Angleterre. J'ai été en Allemagne. J'ai été dans des endroits où il n'y avait pas de Belges. C'est ça. Donc ils allaient avec les qualités, exactement. Toi, tu as été directement dans des championnats très huppés. Exactement. Donc vous avez vu, on a répondu à cette question parce que je t'avoue, même moi, quand j'ai vu la partie de l'interview, je me suis dit, ah, Émile lui aussi. Maintenant, tu comprends. Maintenant, je comprends. Tu comprends le contexte. Maintenant, je pense qu'on va tous comprendre. Une partie aussi importante, parce qu'on a parlé de génération. On a parlé de la génération actuelle et de votre génération à vous. Question indiscrète, et je me permets de la poser parce qu'on est entre nous. Sur l'ensemble de ta carrière, si tu dois donner un montant qui résume ce que tu as gagné, ça serait combien? 7-8 millions. 7-8 millions. Ouais. Sur une carrière de quand même 10 ans. Ouais. Aujourd'hui, ils peuvent gagner ça en moins de 2 ans. C'est ça, donc il y a quand même un fossé entre ce que le football est aujourd'hui. Et à l'époque. Mais je pense quand même qu'à l'époque, avec 7-8 millions et la vie qu'on menait à l'époque, c'était quand même énorme. Oui. Et maintenant, par rapport à tout ce que tu as gagné, est-ce qu'il y a un passage de ta vie, on va en parler parce qu'on est dans une voiture de luxe, et puisqu'on est dans le contexte, je sais qu'à l'époque tu roulais en Lamborghini. Est-ce que tu as fait beaucoup de caprices du point de vue financier, ou bien tu penses que par exemple l'achat d'une Lamborghini c'était juste un rêve que tu avais envie de réaliser, donc tu t'es dit je réalise mon rêve? Un rêve, j'ai pas besoin d'impressionner les gens, ça sert à rien. Pour avoir justement le regard et tout ça, non. C'est quelque chose que j'ai voulu un jour me faire plaisir et c'est tout. Okay. Tu travailles pour. Alors si tu as à un moment les occasions de pouvoir le faire, il faut te le faire. Et dans ta manière d'avoir dépensé ton argent, donc c'est sûr que tu réalises tes rêves, parce que quand tu es jeune, on l'a tous fait. On a tous une voiture qu'on a accrochée dans notre chambre qu'on veut acheter. Mais maintenant, avec du recul et de la maturité, tu penses que tu aurais dépensé ton argent différemment? Avec tout le recul que j'ai vu dans ma carrière, il y a plein de choses que j'aurais fait différemment. Mais il fallait mieux que je passe par là. Je suis content de passer par là parce que c'est là que tu deviens le meilleur de toi après les circonstances et les occasions que tu as eues dans ta vie. Sinon, si je suis maintenant aujourd'hui comme je suis et que je ne passe pas par là, je l'aurais passé aujourd'hui peut-être. Tandis que passer à l'âge que j'ai aujourd'hui, c'est justement d'être un homme bien posé, bien réfléchi, savoir ce que je veux faire dans la vie et surtout me poser les bonnes questions. Ouais. Quand tu as 16 ans, 18 ans, tu ne peux pas avoir les mêmes
mentalité que tu as quelqu'un qui a 45 ans, 50 ans. Ouais, C'est impossible. C'est impossible. On dit toujours on t'avait prévenu. C'est normal. Toi, aujourd'hui, avec ton vécu, tu vas parler avec tes enfants, avec ce que tu as vécu. Mais ils vont t'écouter après. Ils vont vouloir avoir leur propre expérience. Il faut juste savoir appris de tes expériences. Ça, c'est le plus important, d'avoir appris de tes expériences. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde n'a pas eu non plus la chance, quand on regarde ton profil, parce que tu as fait une très belle carrière, tu as très bien gagné ta vie, mais il y a des gens, ils ont payé certaines erreurs cash. D'ailleurs, c'est une question que j'aimerais bien te poser. Est-ce que tu as vu des joueurs qui étaient vraiment des phénomènes, qui auraient dû avoir une carrière incroyable, et pour qui ça n'a pas été? Comme tu dis, c'est être fort dans la tête. C'est une seule question. Est-ce qu'il va être bon et fort dans la tête? Il va avoir la pression de savoir gérer ça. Le talent, j'en ai vu plein. Tu te dis le week-end, il va jouer? Non, ça n'allait pas. Parce qu'il n'avait pas la force mentale pour jouer devant 30 000 personnes, 40 000 personnes. Et c'est souvent les joueurs moyens qui faisaient une belle carrière. Parce que question de mentalité, question de discipline. Exactement. C'est pour ça que je dis, si j'ai fait une bonne carrière, c'est parce que j'avais toute la pression. En plus, le pire c'est que si tu es bon, on attend de toi chaque semaine d'être bon. C'est normal pour les gens. C'est normal, il est bon. On voit ça avec Mbappé aujourd'hui. C'est un joueur qui, dès qu'il rate une passe ou une occasion de but, c'est comme si voilà, c'était la fin du monde. Donc c'est là que tu vois que tu as vraiment une vraie mentalité, un vrai champion, s'il arrive à garder ce standing-là. Et à rester bon dans les moments de... Moi, je parlais que sur le terrain. Je ne voulais pas parler dans la presse, ça ne sert à rien. Parce que tu parles toujours contre des oppositions différentes. Ouais. Donc, moi, mon métier, c'est le football. Si maintenant je me dis que je suis bon, je suis bon. Après, le reste, c'est des pourparlers pour rien. Pour moi, ça ne sert à rien. Et les parents, parce qu'on en parle beaucoup maintenant. Aujourd'hui, est-ce que toi, dans ce que tu as pu voir autour de toi, et même dans ta relation avec tes parents, finalement, tu penses qu'un parent est à même de gérer un joueur de football professionnel? Je ne pense pas. Un parent reste un parent. Et il ne faut pas mélanger football professionnel avec l'éducation d'un papa ou d'une maman. Et ça, c'est avec mon expérience. Je pense que les parents doivent laisser certaines personnes compétentes à faire leur travail. Parce que si on a des agents, si on a des avocats, c'est parce que c'est leur métier à faire ça. Depuis quand un papa est devenu manager? Alors là, il y a quelque chose que je n'ai pas suivi, une étape que je n'ai pas compris dans la vie, qu'aujourd'hui un papa peut devenir manager. Non, un papa doit être le papa et surtout épauler son fils à trouver les bonnes décisions pour son futur. Mais pas que c'est le père qui prenne les décisions pour son futur. Ça ne marchera jamais, ça ne marchera pas. Alors une petite parenthèse, parce que j'ai promis que je le ferais. Tu as eu une reconnaissance du fait d'avoir choisi la Belgique? Tu le ressens aujourd'hui? En te disant... Quelque part, c'est un choix que j'ai fait parce que tu n'as pas renié tes origines. Non. Tu as grandi en Belgique, donc c'est une partie de ton histoire. Mais tu as dû trancher. Donc, est-ce que le fait d'avoir choisi la Belgique, aujourd'hui, tu sens qu'on te le rend correctement? Les supporters. Oui. Mais sinon, au-delà, je ne pense pas. Je pense que j'aurai plus de reconnaissance en Afrique, je crois. En jouant pour le Congo? Oui. Je vois qu'on est en train d'arriver tout doucement au stade Roi-Baudouin. Donc nous, on va se quitter ici parce que moi, c'est que la partie voiture. Et donc je vais te laisser rentrer dans le stade et continuer avec mes collègues pour la suite de l'interview. Ok. Merci Émile. Merci à toi. Bienvenue dans la partie deal de l'émission. Nous avons l'honneur d'accueillir une ancienne gloire du football belge, un ancien attaquant, monsieur Émile Mpenza. Je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Merci déjà de m'avoir invité. Avec grand plaisir. J'ai entendu dire que tu as commencé le football dans une équipe de provincial, donc niveau amateur. Et pendant que tu jouais pour cette équipe, tu as été sélectionné en équipe nationale belge. Est-ce que tu peux m'expliquer comment? Tout est venu grâce à mon club de Mévin, à Mons. Et il y avait justement la sélection du Hainaut. Et la sélection du Hainaut, ça veut dire qu'il regroupe tous les meilleurs joueurs qu'il y a dans le Hainaut. Et puis une fois à cette sélection-là, il y a l'entraîneur de l'équipe nationale qui est venu me voir. Et il m'a dit, tu es aussi bon dans cette sélection, tu peux venir avec nous en équipe nationale. Et l'entraîneur, c'était Ariel Jacob.
Ariel Jacob qui a entraîné ensuite Anderlecht. Anderlecht, oui. Ok, on est bien d'accord que c'est exceptionnel parce que souvent les jeunes qui sont sélectionnés en équipe nationale sont des joueurs qui jouent déjà en D1 ou D2 grand maximum. C'est bien ça? C'est bien ça. Et surtout quand on était dans les vestiaires, on avait les affiches de tous les joueurs qui venaient de chaque équipe. Et on voyait mon club. Et les joueurs, à l'époque, ils pensaient que je jouais à l'étranger. Je dis non, je suis en Belgique, un monstre. Parce que Meva, ils se disent, on n'a jamais entendu ça. Et puis, je voyais des standards, Bruges, Anderlecht. Et j'étais le seul qui était en provincial. Et on est bien d'accord que tu étais en plus, jusqu'à tes 16 ans, défenseur central. Oui, c'est ça. Et après, On a décidé de me mettre en attaque. Et ça a bien fonctionné. Mais j'ai dû aussi apprendre le métier d'attaquant, puisque ce n'est pas la même position que défenseurs libéraux. À l'époque, on disait un libéraux. Ouais, exactement. Donc c'était à l'époque comme Beckenbauer, on se mettait Beckenbauer, assis, voilà. à son aise. Mais après, les résultats ont fait que je suis quand même imposé en attaque et j'ai vraiment adoré cette position. Ce qui est fou, c'est que souvent, le parcours est inverse. C'est un attaquant qui, au fil du temps, recule jusqu'à devenir défenseur central. J'ai jamais entendu l'effet inverse, si ce n'est ton histoire. Qu'est-ce qui a permis pour que tu puisses performer autant en attaque alors qu'au départ, ce n'était pas gagné, tu étais défenseur central? Les entraîneurs que j'ai connus à l'époque, ils m'ont donné confiance, ils m'ont donné les beaux automatismes. Quand tu aimes le football, tu peux jouer dans n'importe quelle position. Je pense qu'avec le bon enthousiasme et surtout avec la bonne mentalité, tu peux performer dans les positions que tu ne penses pas pouvoir jouer dans cette position-là. Donc ça veut dire que le football, en fait, tu peux jouer dans n'importe quel dispositif. Donc merci Emile. Donc comment c'est, tu as vécu plusieurs milieux culturels. Dans ton cas, ça doit être difficile de choisir un maillot. Donc comment ça se fait que tu as choisi l'équipe nationale belge à la fin? Déjà à l'époque, je pense que quand on regardait le Congo, la fédération n'avait pas les mêmes infrastructures, n'avait pas les mêmes disciplines qu'on avait en Europe. Aujourd'hui, les équipes africaines valent les équipes européennes. Donc les infrastructures, l'organisation est mieux qu'aujourd'hui. Si tu me demandes aujourd'hui si j'étais joueur de foot et que j'avais la même situation, je pense que j'aurais été du côté du Congo. Ok, intéressant. J'ai une autre question qui pourrait intéresser bon nombre de personnes qui regarderont cette vidéo. C'est concrètement, quelle est l'habitude que tu as intégrée dans tes entraînements qui t'a permis de booster tes performances? C'est de toujours m'entraîner du lundi comme au vendredi de la même manière, de ne pas relâcher. Et c'est justement de faire des exercices en plus, parce que ces exercices-là vont peut-être te donner 1 ou 2% chaque année. Mais c'est 1 ou 2% chaque année, ça va te donner énormément d'avance sur certaines situations que d'autres attaquants n'auront pas. Parce que ce que j'adorais faire, c'était rester les 20 dernières 30 minutes à mon aise et faire des répétitions devant les buts. Ça, c'est quelque chose que Lekens m'a appris et surtout, j'ai continué durant toute ma carrière à essayer d'avoir ces habitudes-là. Georges Lekens t'a appris à rester après l'entraînement et à continuer à polir quelque part les derniers gestes offensifs, c'est ça? Et ça. Et ces derniers gestes-là, tu peux les avoir à l'entraînement et le jour du match, tu es complètement à côté de l'objectif. Donc ça prouve que c'est des répétitions, que tu dois faire ça tous les jours. Tu ne peux pas dire que tu les as acquis, parce que l'acquis, c'est impossible dans le monde du foot. Il faut continuer toujours à persévérer. Et puis le geste, tu l'auras à un moment donné et tu vas l'avoir à la perfection. Mais ça prend des années. Tu as connu des joueurs qui étaient vraiment bons durant les entraînements, mais en match, qui n'étaient nulle part. Il y en a beaucoup, des joueurs d'entraînement. Ils étaient mieux que moi le jour de l'entraînement. Le jour du match, on leur laissait peut-être 1 ou 15-20 minutes et tu voyais qu'il manquait quelque chose. Mais les entraîneurs qui étaient à l'époque mes entraîneurs, ils le savaient. Mais nous, en tant que joueurs, on ne comprenait pas. Et puis après, on s'est dit, mais pourquoi tu es bon à l'entraînement mais pas en match? C'est la pression. Et la pression, ça commence là. Ouais. Et cette pression-là, ce n'est pas les entraînements qui peuvent te les aider à surmonter. C'est justement avoir un coach mental. Et j'ai eu un coach mental. Ah, tu en as eu un? Oui. Et très tôt? Assez tôt quand même. Je ne l'ai pas eu pour le terrain, je l'ai eu pour l'en dehors du terrain.
Parce Ok. qu'il y avait trop de pression avec la presse, donc il y avait toujours des articles sur moi négatifs. Et ça m'a appris un peu sur le jeu. Après, j'ai été me renseigner et j'ai été voir un psychologue. Et donc, c'est de toi-même que tu es parti. C'est pas une structure, c'est pas ton agent, c'est pas le club. Non, c'est de C'est moi-même. une initiative qui vient de toi. Ouais, avec des gens que j'ai parlé autour de moi qui m'ont conseillé. Et beaucoup de gens ont des fois dire j'ai été voir un psy. Mais un psy, ce n'est pas justement pour des problèmes mentaux, c'est aussi un psy pour comprendre les situations où tu te trouves, pour essayer de t'en sortir. Donc, encore une question. Donc, quand tu as signé ton premier contrat, tu avais un avocat ou un agent? Ou est-ce que tu, en étant entouré par beaucoup de monde, tu faisais confiance en ce qu'ils disaient et tu as juste signé ou... C'était mes parents. Ils avaient pris un avocat et c'était l'avocat qui avait fait justement Ok. tout ce qu'il y avait juridique à faire à ce moment-là. Ah, Mes parents, ils avaient pris justement quelqu'un de confiance. Et tu avais quel âge? Oh, très tôt, 16 ans déjà. 16 ans. Wow. Donc, on peut très bien dire que tu t'es fait assister par tes parents. Oui. Et eux, ils se sont fait assister par un Ok, avocat. très bien. Et tu en as été satisfait? Oui, ils ont fait les trucs juridiques qu'il fallait faire. Mes parents n'ont pas voulu trop se mettre en tant que manager, mais ils se sont quand même impliqués. Donc, après Moucron et le Standard, tu es parti pour la Bundesliga. Oui. Et là-bas, il y a des grands salaires, évidemment, en comparaison avec la Belgique. Comment c'était la transition de la Belgique vers l'Allemagne où la Liga est plus grande, plus prestigieuse, C'était professionnel. professionnelle? Beaucoup professionnel et surtout beaucoup plus d'entraînement physique. Ouais. Je pense que c'est les préparations, ce que j'ai eu le plus difficile, c'est en Allemagne. Ah oui? Oui. Et ça a fait une bonne saison puisqu'on a terminé deuxième vice-champion derrière le Bayern. Et les entraîneurs sont plus stricts là Oui, c'était un Hollandais, Huub Stevens. Ah, C'était beaucoup plus strict. Et c'est là que tu comprends qu'il faut de l'autorité pour un entraîneur. ok. Parce que si tu n'as pas l'autorité, les joueurs, à un moment donné, ça ne passe pas. Et il y a des entraîneurs qui savent faire les deux, l'autorité et pair. Et c'est très rare. Émile, est-ce que tu as déjà eu une certaine tension avec certains entraîneurs? Oui, en Allemagne. En Allemagne, la troisième saison, quand j'étais à Schalke, ils avaient viré l'entraîneur qui m'a fait venir là. Et puis là, j'ai eu un problème avec l'entraîneur. Il y a des fois, je ne comprends pas, certains entraîneurs, ils peuvent te mettre au top niveau comme ils peuvent te rabaisser. Et ça, j'ai connu justement les deux. Et maintenant, je peux savoir des fois où sont les bons entraîneurs et où sont les mauvais entraîneurs. Et comment tu l'as vécu cette période où un entraîneur quelque part ne veut pas de toi, où tu as l'impression qu'il te met des bâtons dans les roues? Tu veux arrêter d'entraîner, tu te sens vraiment isolé, seul. Et j'ai eu justement la chance de pouvoir revenir au Standard en Belgique, pour justement me relancer. Donc je reviens un pas en arrière pour mieux rebondir. Et ça s'est bien passé. Et c'est toi qui choisis de revenir en arrière? Ouais. C'est suite à des conseils ou c'est plutôt toi tout seul dans ton isolement, tu dis ok, la chose à faire c'est de revenir au Standard là où on m'a accepté et pour te relancer? C'est moi, parce que c'est là que tu te dis que tu ne peux pas rester 2 saisons comme ça avec des problèmes avec un entraîneur qui ne veut pas te faire jouer. Donc tu dois revenir et là tu reprends tout le stade du Standard qui t'attendent avec justement avec la pression. Donc avec cette pression-là, tu as un double challenge. Revenir, parce que tu veux revenir, mais tu dois aussi satisfaire les supporters. Donc, on sait que, imagine, tu as déjà eu la sensation de gagner beaucoup d'argent. Mais en même temps, tu as déjà eu la sensation de où est mon argent? Où elle est partie? Ouais. À cause des agents ou des gens qui t'entourent. Ça t'est arrivé aussi? Oui, tu y penses tout le temps. Hein. Ouais. Tu y penses tout le temps parce que je pense qu'on connaît peut-être 5%, 10% de vraiment la vérité de ce qui se passe. Et ça, je pense que c'est des questions que tu peux te poser ou pas te les poser. Si maintenant, demain, il y a un club qui veut dire Emile, je veux t'avoir pour autant, et il te demande combien tu veux par mois, et que tu as la somme que tu veux, après, il peut avoir des autres choses que tu ne peux pas savoir. C'est le monde du football, ce qu'on vit aujourd'hui, c'est comme ça. Ouais. En rapport à ça, comment toi tu pourrais te dire que cette personne-là que j'ai choisie comme agent fait du bon boulot? Avec le temps te donne toujours la vérité. Je ne veux pas dire aujourd'hui que celui-là, c'est le meilleur. On ne peut jamais dire ça du premier regard et du premier instant que tu vois quelqu'un. C'est après, avec le fur et à mesure du temps, tu as
comment je veux dire, une collaboration, tu as une meilleure entente, tu deviens plus un ami, tu deviens plus quelqu'un de confident, tu sais parler de beaucoup de choses. C'est le temps qui te donnera la vérité de si tu as pris le bon agent ou le mauvais agent. Les droits à l'image, est-ce que tu en avais déjà entendu parler durant ta carrière? Il y en avait, mais pas assez. À l'époque, on faisait beaucoup de droits à l'image avec des publicités Pepsi, Coca-Cola, mais on n'allait pas plus loin que ça. Aujourd'hui, je pense que ton droit d'image est très vaste. Tu peux avoir beaucoup d'opportunités. Et il ne faut pas négliger ce contexte-là pour un joueur de football. Il faut le garder parce que ça fait partie de son travail. Si je comprends bien, tu estimes que tu n'en as pas suffisamment profité des droits à l'image durant ta carrière. Exactement. Ma génération et la génération d'aujourd'hui n'est pas la même. Ouais. N'est pas la même. Et je sais que j'aurais pu profiter plus de ce droit d'image. Mais je ne suis pas mort, je suis toujours vivant. Donc le droit d'image peut continuer. Il faut juste maintenant d'être bien entouré et de partir sur le droit chemin et avec les bonnes personnes. Dans le même registre encore, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des parents qui pensent que leur enfant deviendra joueur professionnel? Il faut laisser les gens qui ont justement le potentiel de dire qu'il va être professionnel ou être un bon joueur. Même ces gens-là peuvent se tromper. Ce n'est pas une science exacte, le football. On peut être bon jeune, être mauvais en étant adulte. Il faut juste avoir un bon accompagnement. Et les parents doivent rester les parents, c'est-à-dire donner l'éducation, mais pas être manager ou être agent de joueur. Ce n'est pas le bon conseil. Est-ce que tu aurais une phrase, un conseil à partager avec nous que tu n'as encore jamais partagé? Oui. Que la vie est une belle expérience de la façon que toi tu veux qu'elle soit Ouais. formée. En tout cas, je te remercie De pour rien. ton temps, pour avoir accepté notre invitation et avoir répondu aussi bien à toutes nos questions. Merci, Merci à vous aussi. beaucoup, Emile. Alors, il va marquer aujourd'hui. Je dis aujourd'hui, il va pas marquer un but, il va en marquer 3. Le mec, il me met 4 buts. 4 buts. Qu'est-ce que le président a fait? Mon jet privé, là, vous prenez le GPU pour rentrer en jet. Non. On est rentré en jet privé. C'est vraiment un truc, on voulait tous la coupe Emile Penza, donc Merci c'est quelqu'un. Hein.